Ma belle-mère voulait que l'ex de mon mari devienne sa femme et l'a même invité à dîner avec nous, alors j'ai pris ma revanche. Avant de continuer l'histoire, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines histoires, et de laisser un pouce bleu sur la vidéo. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait la première fois que ma belle-mère a invité l'ex-petite amie de mon mari à notre fête de fiançailles. Pas en tant qu'invitée, attention, mais en tant que co-organisatrice. À l'époque, j'ai pensé qu'elle faisait peut-être partie de ces personnes excessivement inclusives qui ne supportent pas de blesser qui que ce soit. Vous voyez le genre, ceux qui invitent leur dentiste aux réunions de famille et insistent pour que le facteur reste dîner. Mon mari m'a assuré que ce n'était rien, que sa mère avait juste du mal à couper les ponts avec les gens. Il l'a dit avec une telle conviction que je l'ai cru. Je voulais le croire. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Et je l'aimais. Alors, je me suis convaincu que c'était juste une bizarrerie familiale. Certaines familles sont bruyantes, d'autres discrètes, et apparemment, la sienne conservait les ex-petites amies comme des plantes d'intérieur. Je l'ai épousée quand même, malgré cet énorme signal d'alarme qui s'agitait directement sous mon nez, me giflant presque avec son tissu rouge vif. La fête de fiançailles en elle-même aurait dû me servir d'électrochoc. L'ex se tenait à l'entrée pour accueillir les invités aux côtés de ma belle-mère, comme si elles animaient un gala de charité ensemble. Elle portait une robe remarquablement similaire à la mienne. Même nuance de bleu, même coupe, ce que ma belle-mère a plus tard qualifié de « drôle de coïncidence ». L'ex connaissait des détails sur la fête que j'ignorais moi-même, comme les amuse-bouches qui allaient être servies et l'heure d'arrivée du photographe. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a haussé les épaules et a dit que sa mère avait probablement juste eu besoin d'aide pour l'organisation. De l'aide de son ex-copine pour notre fête de fiançailles. La logique était tellement inversée que ça m'en a donné le vertige. Le prénom de l'ex, Chloé, revenait sans cesse dans les conversations lors des dîners de famille. De petites mentions innocentes au début. Oh, elle avait l'habitude de nous préparer ce plat. Ou, elle savait toujours comment arranger les fleurs si joliment. Assez innocent, non? Faux. Tellement, tellement faux. Dans les 6 premiers mois de notre mariage, j'ai réalisé que ma belle-mère n'avait jamais vraiment tourné la page sur l'ancienne relation de son fils. Elle parlait de l'ex comme d'une fille qui serait tragiquement décédée d'une manière belle et poétique, et non comme d'une petite amie qui avait rompu avec son fils il y a plus de 5 ans parce que, d'après ce que j'avais compris, ils n'étaient tout simplement pas compatibles sur le long terme. J'ai essayé d'en parler à mon mari, Julien, pendant ces premiers mois, mais il me regardait avec des yeux confus et disait qu'il n'avait rien remarqué. Sa mère mentionnait son ex constamment, et il ne voyait sincèrement pas le problème. J'ai commencé à comprendre que cela avait été normalisé pour lui toute sa vie. Les invitations à dîner ont commencé vers le 7e mois de notre mariage. Des dîners surprises où l'ex se trouvait là, par hasard, elle aussi. Ma belle-mère jouait la surprise, prétendant qu'elle avait complètement oublié qu'elle nous avait invités tous les deux. Oh mon Dieu! Je suis désolé, j'ai complètement zappé, mais puisque vous êtes tous là, profitons-en. Mon mari me serrait la main sous la table, mais ne confrontait jamais réellement sa mère sur ce schéma répétitif. Les comparaisons ont commencé subtilement. Elle pliait les serviettes de cette façon. Elle savait exactement comment j'aimais mon thé. Puis, elles sont devenues moins subtiles. Elle a toujours eu un si bon contact avec les enfants. Tu aimes les enfants, Camille? Cette question m'a été posée lors d'un barbecue familial devant environ 20 proches. Elle cuisinait un rôti à vous faire pleurer de joie. Tu sais faire le rôti, Camille? Je savais en faire un, en fait. Mais après ce commentaire, je n'en ai plus jamais cuisiné pour ma belle-mère. J'ai commencé à tenir un décompte mental. Et à la fin de la première année, j'avais été comparé à cette femme un nombre incalculable de fois. J'en ai parlé à ma meilleure amie autour d'un verre de vin, et elle m'a demandé pourquoi je continuais à aller à ces dîners de famille. Bonne question. Mon mari n'arrêtait pas d'insister sur le fait que sa mère finirait par s'y faire. Il répétait qu'elle avait juste besoin de temps pour s'adapter. S'adapter à quoi, exactement? Au fait que son fils soit heureux? Qu'il soit marié à quelqu'un qui n'était pas sa candidate favorite? J'ai commencé à réaliser que la passivité de mon mari n'était ni de la gentillesse ni de la patience. C'était de la lâcheté. Purement et simplement. Il était terrifié à l'idée de confronter sa mère,
terrifié de poser des limites, terrifié de me choisir plutôt que de ménager les sentiments de sa mère. Chaque fois que j'abordais le sujet, il disait des choses comme « elle a juste ses petites habitudes » ou « elle est faite comme ça » ou « mon préféré, elle a un bon fond ». Elle n'avait pas un bon fond. Personne de bienveillant n'invite l'ex-petite amie de son fils à des événements familiaux spécifiquement pour mettre la femme actuelle mal à l'aise. Personne de bienveillant ne passe un dîner entier à énumérer toutes les raisons pour lesquelles l'ex était supérieur. Personne de bienveillant ne fait ça. Mais mon mari avait été conditionné depuis l'enfance à accepter le comportement de sa mère, à l'excuser, à l'encourager. Il avait passé toute sa vie à marcher sur des œufs pour ménager ses humeurs, et il était devenu si doué pour ça qu'il ne réalisait même plus qu'il le faisait. La situation avec le plan de table du mariage aurait dû être mon point de rupture. Vraiment. Nous avions soigneusement planifié la table d'honneur. Famille proche uniquement. Mes parents, ses parents, ma demoiselle d'honneur, ma sœur, et son témoin, son frère. 6 personnes, le nombre parfait pour une table ronde, élégante et intime. Le matin du mariage, lors de la répétition, j'ai trouvé l'ex assise à notre table d'honneur, discutant avec ma belle-mère comme si elles étaient de vieilles amies rattrapant le temps perdu autour d'un brunch. Elle riait à une remarque de ma belle-mère, lui touchant le bras affectueusement, ayant l'air parfaitement à sa place à la répétition de mon mariage. Quand j'ai posé la question, en essayant de garder une voix calme et posée parce que j'étais déjà stressé par 17 autres détails du mariage, ma belle-mère m'a regardé avec de grands yeux innocents. « Oh, je ne te l'ai pas dit ? Je l'ai invitée parce qu'elle fait pratiquement partie de la famille. Elle est dans nos vies depuis si longtemps, ça m'aurait semblé mal de ne pas l'inclure dans ce jour si spécial. » Jour spécial. MON jour spécial. Mon mariage. Et elle avait invité l'ex de mon mari à s'asseoir à la table familiale comme si c'était la sœur perdue de vue de la mariée. J'ai dû physiquement retirer son marque-place. À mon propre mariage, mes mains tremblaient de colère, de frustration et d'incrédulité. Ma demoiselle d'honneur, ma sœur Sophie, qui n'a jamais mâché ses mots de sa vie, a jeté un coup d'œil à mon visage et a marché droit sur ma belle-mère. Elle ne s'assoit pas ici. Elle ne s'assoit nulle part près des tables de la famille. D'ailleurs, pourquoi est-elle même ici? C'est surréaliste. Ma belle-mère a porté la main à son cœur, théâtralement, et a dit qu'elle essayait juste d'être inclusive. Ma sœur lui a répondu qu'il y avait une différence entre être inclusive et être déplacée. Et que ça, c'était fermement dans la catégorie déplacée. Mon mari s'est excusé abondamment, mais n'a absolument rien fait pour empêcher que cela ne se produise en premier lieu. Il n'a pas appelé sa mère à l'avance pour confirmer la liste des invités. Il ne s'est pas demandé pourquoi une ex-petite amie serait à la table de la famille. Il n'a pas tenu tête à sa mère ni ne lui a dit qu'elle franchissait une limite. Il s'est contenté de s'excuser auprès de moi après coup et s'attendait à ce que ce soit suffisant. Ça ne l'était pas. Ça ne le serait jamais. Mais j'allais me marier dans 6 heures. Et je n'avais pas le temps d'assimiler l'ampleur du dysfonctionnement de cette dynamique familiale. La deuxième année de mariage a apporté plus de la même chose, mais en pire. L'ex est apparu à la baby shower de ma cousine, apportant un cadeau qui était, d'une manière ou d'une autre, plus cher et plus attentionné que le mien. Elle est apparue à la fête d'anniversaire de mon mari avec un gâteau qu'elle avait cuisiné elle-même, avec des décorations en glaçage complexe qui faisaient référence à des blagues privées que je ne comprenais pas. Elle était là à Noël, assise près de la cheminée comme si c'était sa place, ouvrant des cadeaux que ma belle-mère avait achetés spécialement pour elle. Des sacs de créateurs, des bijoux chers, des cartes cadeaux pour des boutiques où je savais pertinemment que ma belle-mère ne m'avait jamais rien acheté. Ma belle-sœur, Émilie, m'a prise à part lors de cette réunion de Noël et m'a dit qu'elle trouvait toute cette situation absolument insensée. Qu'elle n'avait jamais vu sa mère agir de la sorte avec qui que ce soit d'autre, pas même avec ses propres ex-petits amis. Elle m'a raconté que lorsqu'elle avait rompu avec son petit ami du lycée, sa mère avait immédiatement retiré toutes les photos et cessé de parler de lui. Mais avec l'ex de son frère, c'était comme si la femme avait gagné un abonnement à vie dans la famille, avec tous les avantages et un siège permanent à chaque réunion. Cette conversation a été la seule chose qui m'a permis de garder la raison pendant des mois, de savoir que je n'imaginais pas la bizarrerie absolue de cette dynamique. Ma belle-sœur m'a avoué qu'elle avait essayé d'en parler à sa mère une fois, suggérant qu'il était peut-être temps de tourner la page. Et sa mère avait pleuré pendant 2 heures en disant que personne ne comprenait son cœur, qu'elle aimait l'ex comme une fille, qu'elle ne pouvait pas simplement désactiver ses sentiments.
Ma belle-sœur lui a répondu que si, en fait, on peut désactiver ses sentiments quand son fils épouse quelqu'un d'autre. Apparemment, cette conversation s'était très mal passée. J'ai commencé à tout documenter. Chaque commentaire, chaque comparaison, chaque apparition surprise. Je tenais un journal, ce qui semble paranoïaque, mais j'avais besoin de preuves que cela se produisait réellement, que je ne perdais pas la tête ou que je n'étais pas trop sensible comme mon mari le suggérait parfois. Les entrées du journal étaient accablantes. 12 mars, belle-mère a mentionné Chloé cette fois pendant un dîner de 2 heures. A comparé mon rôti à celui de Chloé de façon défavorable, disant que Chloé savait toujours qu'il fallait ajouter plus de sel. 3 avril, Chloé au repas de Pâques, portait une robe pastel, la même couleur que la mienne. Belle-mère a commenté que Chloé la portait mieux. L'incident du grand repas de famille de novembre a été ce qui m'a finalement brisé. J'avais passé 3 jours à préparer des plats pour ce dîner familial. 3 jours entiers. J'avais pris des congés. J'avais fait des recherches sur les recettes. J'avais tout fait de A à Z parce que je voulais prouver quelque chose. Bien qu'avec le recul, je ne sais pas trop ce que j'essayais de prouver. Que je savais cuisiner, que j'étais digne d'eux, que je méritais de faire partie de cette famille. J'avais préparé le célèbre gratin de potiron et patates douces aux éclats de noix de ma grand-mère. Une recette qui se transmettait depuis 4 générations dans ma famille. C'était le plat que tout le monde réclamait à chaque fête. Le plat qui rendait ma grand-mère légendaire dans nos cercles familiaux. Cette recette était sacrée pour moi. Des patates douces écrasées avec du beurre et un peu de cassonade, surmontées d'un crumble aux noix et noisettes qui croustillaient parfaitement au four, avec juste un soupçon de cannelle et de muscade qui embaumait toute la cuisine d'un parfum d'automne. Ma grand-mère m'avait appris à le faire quand j'avais 12 ans. Elle avait écrit la recette de son écriture tremblante. Elle m'avait dit que c'était l'héritage de notre famille. Je l'avais préparé chaque automne depuis son décès, et les gens disaient toujours qu'il avait exactement le même goût que le sien. C'était le seul plat que je savais que j'allais réussir à la perfection, la seule chose dont j'étais sûr. Je suis arrivé chez ma belle-mère en avance pour aider à mettre la table, portant le plat à gratin de ma grand-mère enveloppé dans des torchons pour le garder au chaud. La maison sentait merveilleusement bon, comme tous les repas de fête traditionnels. Et puis je suis entré dans la cuisine et je l'ai vu. Un autre gratin de patates douces. Le même plat, la même croûte aux noix, posée sur le comptoir comme s'il avait tous les droits d'être là. Lex se tenait à côté, souriant à ma belle-mère, acceptant les compliments sur la beauté de son plat. Je suis resté planté dans l'encadrement de la porte, tenant mon gratin, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ma belle-mère s'est tournée et m'a vu, et son visage a eu cette expression. Ce petit éclair de satisfaction avant qu'elle ne compose ses traits pour feindre la surprise. « Oh, Camille, tu as apporté un gratin de patates douces, toi aussi. Quelle drôle de coïncidence. Eh bien, je suppose que nous en aurons 2 pour choisir. » Ce n'était pas une coïncidence. Elle avait demandé à Lex d'apporter ce plat spécifique. Elle lui avait donné ma recette de famille, celle que mon mari m'avait vu préparer des dizaines de fois, celle dont il avait fait l'éloge à sa famille. Au moment de servir le dîner, ma belle-mère a fait tout un cinéma en goûtant les 2 gratins. Elle a pris une fourchette du mien, mâchant lentement, le visage neutre. Puis elle a pris une fourchette de celui de Lex, et tout son visage s'est illuminé comme si elle venait de goûter au paradis. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Tout le monde doit goûter celui-ci. Elle a soulevé le plat de Lex. Je pense que le sien est meilleur. Vous n'êtes pas tous d'accord, a-t-elle demandé à toute la table. 23 personnes, tout en train de regarder cette humiliation se dérouler en temps réel. Certaines personnes semblaient mal à l'aise et sont restées silencieuses. D'autres, ceux qui prenaient toujours le parti de ma belle-mère en tout, ont hoché la tête avec enthousiasme et ont convenu que oui, la version de Lex était supérieure, plus aérée, avec un meilleur équilibre des épices, une douceur parfaite. Ma belle-mère a servi le gratin de Lex à tout le monde à table, déposant de généreuses portions dans les assiettes, s'extasiant à chaque bouchée. Mon gratin est resté sur la desserte, intact, monument de mon inaptitude. J'ai regardé 23 personnes manger la version de cette femme de la recette de ma grand-mère pendant que la mienne restait là à refroidir et à figer comme un projet scientifique rejeté dans une foire d'école. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai pleuré pendant 15 minutes. J'ai pleuré à m'en défigurer. Le genre de pleurs où le mascara coule,
le nez devient tout rouge et où on fait ces bruits de suffocation qu'on espère que personne n'entendra à travers la porte. Quand je suis revenu, mon mari était toujours assis là, mangeant le gratin de Lex, complètement inconscient du fait que sa mère venait d'humilier publiquement sa femme. Il riait à une blague de son oncle, avait une serviette rentrée dans son col, et avait l'air parfaitement en paix avec le monde. Cette image est gravée dans mon cerveau pour toujours. Lui mangeant ce gratin, souriant, pendant que je me tenais dans l'encadrement de la porte avec les yeux gonflés et le cœur brisé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus supporter ça. Je ne pouvais plus faire semblant que c'était normal. Je ne pouvais plus être la femme compréhensive qui souriait face au manque de respect. Je ne pouvais plus m'immoler par le feu pour garder sa famille au chaud. Quelque chose devait changer, ou je devais partir. Il n'y avait plus de juste milieu, plus de compromis qui rendrait cette situation tolérable. Soit il prenait ma défense, soit je m'en allais. Aussi simple que ça. 3 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Enceinte de 12 semaines d'aménorrhée, en fait, ce qui signifiait que j'étais enceinte pendant le désastre du repas de famille et que je ne le savais même pas. J'avais été tellement stressé par la situation familiale que j'avais à peine remarqué que j'avais manqué 2 cycles. J'avais mis ça sur le compte du stress, parce que le stress fait des choses bizarres à votre corps, et j'avais été chroniquement stressé pendant environ 3 ans d'affilée. Mais quand j'ai commencé à avoir des nausées matinales et que je ne pouvais plus supporter le café, ce qui pour moi est fondamentalement le signe de l'apocalypse, j'ai fait un test. En fait, j'ai fait 4 tests. Tous positifs. 4 petites fenêtres avec 2 barres, 4 morceaux de plastique m'annonçant que je faisais grandir un humain. Le médecin l'a confirmé par une échographie. J'étais assise dans cette salle d'examen, fixant la petite tache sur l'écran, écoutant le battement rapide du cœur, et je pensais au genre de grand-mère que ma belle-mère serait. Comparerait-elle ma façon d'élever mon enfant à l'éducation hypothétique de Lex? Inviterait-elle Lex aux anniversaires de mon bébé? Se pointerait-elle à la maternité quand j'accoucherais pour demander si Lex pouvait aussi assister à l'accouchement? La simple pensée m'a rendu physiquement malade, encore plus malade que les nausées ne me le faisaient déjà ressentir. Le médecin m'a imprimé des photos de l'échographie. Ces images granuleuses en noir et blanc où l'on pouvait à peine distinguer ce qui était censé être un bébé. Elle a souri et m'a dit « Félicitations ». Elle m'a dit que tout semblait sain et normal, m'a donné des brochures sur les vitamines prénatales et ce à quoi m'attendre dans les mois à venir. Je l'ai remerciée et j'ai quitté le cabinet, je me suis assise dans ma voiture sur le parking pendant 20 minutes, fixant simplement ces photos, essayant de me sentir heureuse, essayant de ressentir autre chose que de l'effroi. Je ne l'ai pas dit à mon mari tout de suite. J'avais besoin de temps pour réfléchir, le temps de comprendre ce que j'allais faire. Pouvais-je amener un enfant dans cette dynamique familiale? Pouvais-je imposer à mon enfant de grandir avec une grand-mère qui accordait plus de valeur à une ex-petite amie qu'à son propre petit enfant? Pouvais-je faire confiance à mon mari pour protéger notre enfant alors qu'il n'avait pas réussi à me protéger pendant 3 années entières? Ce n'étaient pas des questions rhétoriques. C'étaient de vraies inquiétudes qui m'empêchaient de dormir la nuit, à fixer le plafond, sentant cette petite personne grandir en moi et me demandant si je ne faisais pas une terrible erreur. Mais le destin, ou peut-être juste un très mauvais timing, m'a forcé la main. Ma belle-mère a appelé 2 jours après que j'ai découvert la grossesse, utilisant cette fausse voix douce qu'elle prenait toujours quand elle était sur le point de faire quelque chose d'horrible. Coucou ma chérie. Je prévois un petit dîner en famille ce week-end. Rien d'extravagant, juste la famille proche. J'adorerais que toi et mon fils veniez. Je pouvais l'entendre dans sa voix avant même qu'elle ne le dise. Cette petite note d'anticipation coupable. Et puis elle l'a dit. Oh, et j'ai invité quelques amis aussi, dont. Eh bien, tu sais qui. J'espère que ça ne pose pas de problème. Elle traverse une période difficile en ce moment, et j'ai pensé que ce serait gentil de l'inclure. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai annoncé la grossesse à mon mari juste là, dans notre cuisine. Je l'ai juste balancé, sans aucune des annonces mignonnes que j'avais prévues. Je suis enceinte. De 12 semaines. Et j'en ai fini. Il m'a regardé comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. Tu es quoi? Tu es enceinte? C'est incroyable. C'est extraordinaire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il s'est avancé pour me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé, et son sourire a vacillé. Comment ça, tu en as fini?
Je lui ai dit que sa mère avait exactement un choix à faire. Elle pouvait avoir une relation avec son futur petit enfant ou elle pouvait continuer son obsession malsaine pour son ex-petite amie, mais elle ne pouvait pas avoir les deux. Je fixais une limite. Et si elle la franchissait, elle ne rencontrerait jamais ce bébé. Jamais. Ni à la maternité, ni aux anniversaires, ni aux fêtes. Si elle voulait continuer à jouer à la famille avec son ex, elle pouvait le faire sans nous et sans son petit enfant. Mon mari a commencé à dire quelque chose sur le fait que sa mère avait un bon fond, qu'elle était juste attachée au passé. Mais je l'ai coupé. Ma voix tremblait et je sentais les larmes monter, mais j'ai continué à parler. Elle m'a humilié au dernier grand repas. Elle a invité ton ex à co-organiser nos fiançailles. Elle a essayé de l'asseoir à notre table de mariage. Elle me compare constamment à elle, et tu restes là à laisser faire. J'ai passé 3 ans de ma vie à m'entendre dire que je ne suis pas assez bien, et je refuse de continuer. Je n'élèverai pas un enfant dans cet environnement. Je lui ai dit que s'il ne me soutenait pas sur ce point, s'il ne tenait pas tête à sa mère tout de suite, immédiatement, je partais. Je ferai mes valises, je prendrai notre enfant à naître, et je partirai. Et il pourrait expliquer à tout le monde pourquoi son mariage avait échoué. Peut-être qu'il pourrait inviter son ex à sa fête de divorce. Elle pourrait l'aider à choisir les décorations. J'étais sérieuse. Mortellement sérieuse. Il pouvait le voir sur mon visage, l'entendre dans ma voix. Ce n'était pas du bluff ou un ultimatum sur lequel je reviendrais. Ça allait se passer d'une manière ou d'une autre. Cela a semblé le réveiller. Quelque chose a fait un déclic dans son cerveau, un instinct de survie qui a finalement pris le dessus sur des années de conditionnement. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et je pense que pour la première fois de notre mariage, il a compris à quel point il était proche de tout perdre. À quel point j'étais prête à franchir cette porte et à ne jamais revenir. À quel point j'étais sérieuse sur chaque mot que je venais de prononcer. Il a pris son téléphone juste là, devant moi, a ouvert ses contacts, a trouvé le numéro de l'ex, et l'a bloqué. Simplement bloqué. Aucune hésitation, aucune seconde pensée. Puis il a appelé sa mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix enjouée et joyeuse. « Coucou mon chéri. Tu as parlé à Camille pour le dîner? Je prépare ce rôti que tu aimes tant. » Il l'a coupé. « Maman, il faut qu'on parle. Camille est enceinte, et tu dois faire un choix tout de suite. Soit tu arrêtes d'inviter mon ex aux événements familiaux et tu arrêtes de comparer Camille à elle, soit tu ne feras pas du tout partie de la vie de ce bébé. Pas de visite à la maternité, pas d'anniversaire, rien. » J'ai pu entendre la voix de ma belle-mère changer au téléphone, passant de joyeuse à choquée, puis à défensive en environ 3 secondes. « Quoi? Mais de quoi tu parles? J'essaie juste de n'exclure personne. Je ne comprends pas pourquoi tu es si déraisonnable. Elle est comme de la famille pour moi. » La mâchoire de mon mari s'est contractée. Elle n'est pas de la famille, maman. C'est mon ex-copine d'il y a plus de 5 ans. Camille est ta belle-fille. Camille porte ton petit enfant. Et si tu ne peux pas leur donner la priorité sur quelqu'un avec qui je sortais avant, alors tu as fait ton choix. Ma belle-mère s'est mise à pleurer. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Ces sanglots dramatiques qu'elle avait toujours utilisés pour manipuler les situations en sa faveur. Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu m'obliger à choisir? Je vous aime. Je vous aime tellement. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Pourquoi me punis-tu parce que j'aime trop les gens? Mon mari a littéralement levé les yeux au ciel, ce que je ne l'avais jamais vu faire en parlant à sa mère. Je ne te punis pas. Je fixe une limite. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour décider. Il a raccroché. Il a juste raccroché au nez de sa mère en pleurs. Quelque chose dont je n'avais jamais été témoin en 3 ans de mariage. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Je voulais me sentir soulagé, mais à la place, je me sentais juste épuisé. 3 ans de ces absurdités, et il aura fallu que je menace de partir et que j'annonce une grossesse pour qu'il fasse enfin quelque chose. Mieux vaut tard que jamais, je suppose, mais le ressentiment était déjà là, assis entre nous comme une 3e personne à table. J'appréciais ce qu'il venait de faire, mais je ne pouvais pas non plus oublier les 3 années d'inaction qui l'avaient précédé. La semaine s'est écoulée avec une lenteur atroce. Ma belle-mère n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS, rien.
Silence radio. Je ne savais pas si elle nous punissait en nous ignorant ou si elle prenait réellement le temps de réfléchir à son choix. Mon mari vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle, attendant un message qui ne venait jamais. Il a essayé de l'appeler 2 fois, mais elle n'a pas répondu. Il a laissé des messages vocaux qui sont restés sans réponse. Je pouvais voir l'inquiétude et la blessure sur son visage. Je le voyais se débattre avec la réalité, sa mère pourrait réellement choisir son ex plutôt que lui. Quand la date limite est arrivée, c'est mon beau-père, Bernard, qui a appelé à la place. Sa voix tremblait quand il nous a annoncé que sa femme avait fait son choix. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour pouvoir entendre. Elle l'a choisi, elle, a dit mon beau-père, la voix brisée. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de la raisonner, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas abandonner quelqu'un qui avait besoin d'elle. Elle a dit que Chloé a traversé tellement de choses et dépend de son soutien. Elle a dit que vous vous en sortiriez très bien sans elle, mais pas Chloé. Mon mari a demandé à son père de répéter, comme s'il n'avait pas pu entendre correctement. Tu es en train de me dire que maman a choisi mon ex-copine au lieu de son propre petit enfant. Sa voix était plate, sans émotion, comme s'il était en état de choc. C'est ce que je dis, a confirmé mon beau-père. Je suis tellement désolé, mon fils. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je ne comprends pas son raisonnement. Je ne comprends rien à tout ça. Mais oui, elle a choisi de maintenir sa relation avec ton ex plutôt que de faire partie de la vie de ton enfant. Mon mari a blêmi. Toutes les couleurs ont quitté son visage en un instant. Il a raccroché le téléphone et s'est juste assis là sur le canapé, fixant le vide, les mains tremblant légèrement. Je ne savais pas quoi dire. Que dit-on quand la mère de quelqu'un choisit son ex plutôt que lui? Quand elle choisit une femme qui n'est plus dans la vie amoureuse de son fils depuis plus de 5 ans plutôt que sa propre chair et son propre sang. Je me suis assise à côté de lui et je lui ai pris la main. Et nous sommes restés comme ça pendant des heures. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'arrivait pas à y croire. Qu'il ne comprenait pas comment elle pouvait faire ça. Moi, je pouvais y croire. J'avais vu ça venir à des kilomètres. J'avais regardé ce désastre ferroviaire prendre de la vitesse pendant 3 ans. Mais l'entendre à voix haute faisait toujours l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Comme la confirmation que oui, c'était vraiment aussi grave. Oui, elle accordait vraiment plus de valeur à l'ex qu'à son propre fils et futur petit-enfant. Oui, nous menions vraiment une bataille perdue d'avance depuis le début. La folie de la chose était presque impressionnante par son ampleur. Nous pensions que c'était la fin de l'histoire. Nous pensions que nous pourrions aller de l'avant, construire notre petite famille de 3, laisser le dysfonctionnement derrière nous. Nous avions tort. Tellement, incroyablement tort. 2 semaines plus tard, mon beau-père a rappelé. Cette fois, sa voix ne tremblait pas seulement. Elle était paniquée. Il respirait fort, comme s'il avait couru ou faisait une crise d'angoisse. Il faut que vous vous asseyiez pour ça, a-t-il dit. Vous devez tous les 2 vous asseoir tout de suite. Il nous a dit que l'ex était enceinte, et qu'elle prétendait que le bébé était de mon mari. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une grenade dégoupillée. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai senti mes mains s'engourdir. Mon mari a attrapé le téléphone et a commencé à crier, la voix brisée par l'émotion. De quoi tu parles, bon sang? Je ne l'ai ni vu ni ne lui ai parlé depuis plus de 5 ans. Je l'ai à peine regardé pendant ses dîners de famille forcés. Mon beau-père a raconté que l'ex avait appelé sa femme, pleurant de manière hystérique, disant qu'elle voyait mon mari en secret depuis des mois et que maintenant elle était enceinte et ne savait pas quoi faire. Qu'ils avaient une liaison, se voyant en cachette dès que je n'étais pas là. Ma belle-mère l'avait apparemment cru immédiatement, sans poser de questions, sans demander la moindre preuve ou chronologie. Et maintenant, elle exigeait que mon mari fasse ce qu'il faut et prenne la responsabilité de ce prétendu bébé. Exigeant qu'il me quitte, qu'il emménage avec l'ex, qu'il soit un père pour l'enfant de l'ex. J'ai commencé à rire, pas parce que c'était drôle, mais parce que l'alternative c'était de hurler, de tout casser ou de m'effondrer complètement. Mon mari n'avait pas touché cette femme depuis plus de 5 ans. Il la regardait à peine lors des dîners de famille imposés. Pendant ces horribles rassemblements familiaux, il l'avait activement évité. Il s'asseyait le plus loin possible, gardait les conversations brèves et superficielles. L'idée qu'ils aient eu une liaison secrète était tellement ridicule. Ça aurait été hilarant si ce n'était pas si dévastateur.
Si cela ne menaçait pas de tout détruire. Quand j'ai réussi à parler, ma voix était tremblante, quand prétend-elle que c'est arrivé? Mon beau-père a répondu que l'ex restait vague sur les détails, disant juste que ça durait depuis des mois, qu'il se voyait dès qu'il trouvait le temps. Mon mari faisait les 100 pas maintenant, se passant les mains dans les cheveux, le visage rouge de colère et de panique. C'est impossible. C'est complètement impossible. Je ne suis jamais seul. Je suis soit au travail, soit avec Camille, soit avec des amis. Quand exactement étais-je censé avoir cette liaison? Nous avons passé les 2 jours suivants à monter notre dossier. Pas 2 heures. 2 jours complets à rassembler toutes les preuves que nous pouvions trouver. Mon mari a pris des congés. Je me suis mise en arrêt maladie. Nous avons traité ça comme la véritable enquête que c'était, car notre mariage entier était en procès sur la base d'un mensonge. Jour 1, nous nous sommes concentrés sur les preuves numériques. Chaque entrée d'agenda de l'année écoulée croisée avec ses horaires de travail, l'historique de ses trajets sur Google Maps montrant chaque endroit où son téléphone avait été. Les SMS, les emails, tout ce qui prouvait où il était et avec qui. Nous avons trouvé les relevés de sa salle de sport montrant ses passages de badge tous les lundis et jeudis matins à 6 heures. Les registres de sécurité de son immeuble de bureau remontant à 90 jours, montrant exactement quand il entrait et sortait chaque jour. Jour 2, nous nous sommes attaqués aux finances et aux témoins. Les relevés de cartes bancaires remontant à 18 mois, imprimés et surlignés. Chaque dépense justifiée, de notre supermarché habituel à la station-service près de chez nous, en passant par les restaurants où nous étions allés ensemble. Nous avons appelé des amis, des collègues, son coach de sport, toute personne pouvant vérifier ses allées et venues et sa routine. Son meilleur ami a confirmé leur match de basket du mercredi soir. Son collègue a confirmé leur déjeuner du vendredi. Chaque pièce s'emboîtait parfaitement. Aucune faille, aucun mystère, aucune absence inexpliquée. Ma sœur est venue le 2e jour avec son appareil photo professionnel. Elle a passé des heures à photographier chaque document, chaque relevé, chaque preuve. Elle a interrogé mon mari comme une avocate interrogeant un témoin, lui posant des questions détaillées sur son emploi du temps, ses habitudes, ses interactions avec l'ex lors des événements familiaux. Elle a créé un dossier numérique, a tout sauvegardé à 3 endroits différents, a tout organisé par date et par catégorie. Quand elle a eu fini, nous avions un dossier qui ferait pâlir de jalousie un procureur de la République. J'ai appelé le numéro de l'ex, que mon mari avait débloqué pour cette occasion précise. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix douce et hésitante, « Allô ? Je n'ai pas perdu de temps en politesse. C'est Camille. Tu as 24 heures pour nous fournir une échographie datée et accepter un test de paternité effectué dans un laboratoire de notre choix, sinon nous entamerons des poursuites judiciaires pour diffamation, calomnie et préjudice moral. Est-ce que c'est clair ? » Il y a eu un silence. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout. Puis elle a raccroché. Elle a juste raccroché sans dire un mot. Ma belle-mère a appelé juste après, littéralement 30 secondes plus tard, ce qui me disait que l'ex l'avait en numérotation rapide. Elle hurlait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Comment osez-vous harceler une femme enceinte? Comment osez-vous la menacer? Elle est vulnérable et effrayée, et vous êtes cruel et sans cœur. Quel genre de personne es-tu? Je lui ai répondu que la seule personne sans cœur dans cette situation, c'était elle. Et que si elle voulait des preuves, elle n'avait qu'à se regarder dans un miroir. Qu'elle devrait peut-être se demander pourquoi elle était si prompte à croire une femme qu'elle connaissait à peine plus tôt que son propre fils. Pourquoi elle était prête à détruire sa relation avec son fils sur la base d'absolument aucune preuve. Quel genre de mère fait ça? Mon mari m'a pris le téléphone des mains avant que je puisse dire quelque chose que je regretterais vraiment. Il a dit à sa mère qu'à moins qu'elle ne puisse fournir des preuves concrètes de cette soi-disant liaison, de vraies preuves au-delà de la parole d'une femme qui avait toutes les raisons de mentir, elle devait arrêter de nous appeler, arrêter de nous harceler. Arrêter de croire chaque accusation dramatique sans prendre la peine de la vérifier. Elle a commencé à pleurer. Ces mêmes sanglots manipulateurs qu'elle utilisait toujours. Mon fils a changé. Tu l'as empoisonné contre sa propre famille. Il ne me parlait jamais comme ça avant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il lui a répondu qu'elle avait détruit leur relation toute seule. Que s'il y avait du poison impliqué, c'était elle qui le répandait depuis 3 ans. 3 ans de comparaison, 3 ans de manque de respect,
3 ans a donné la priorité à son ex plutôt qu'à sa femme. Ce n'était pas soudain. Cela s'accumulait depuis longtemps, et elle avait ignoré chaque signal d'alarme, chaque tentative de poser des limites, chaque signe que son comportement était inacceptable. Puis il a raccroché. Il a réellement raccroché au nez de sa mère en pleurs pour la 2e fois en 2 semaines. Le lendemain, ma belle-mère a commencé à publier sur les réseaux sociaux. Des publications vagues sur la trahison et la déception. Sur la façon dont les enfants grandissent et oublient leurs parents, sur la façon dont certaines personnes montrent leur vrai visage quand les choses deviennent difficiles, sur le fait que les droits des grands-parents comptent aussi, sur le fait qu'elle était punie pour avoir trop aimé. Les publications étaient soigneusement rédigées pour la faire passer pour une victime sans fournir aucun contexte réel. Ses amis ont commenté avec des messages de soutien, par dizaines. « Je suis tellement désolé que tu traverses ça. Tu mérites mieux. La famille devrait rester unie. Je n'arrive pas à croire qu'il te traite de cette façon. De tout cœur avec toi. » Aucun d'entre eux ne connaissait toute l'histoire, bien sûr. Ils ne connaissaient que sa version, qui la dépeignait comme la mère aimante cruellement rejetée par son fils ingrat et sa diabolique belle-fille. Elle tissait sa toile, construisait un réseau de soutien, se préparait à la guerre. La famille élargie de mon mari a commencé à prendre parti en se basant sur ses publications. Sa tante l'a appelé pour lui dire qu'il devrait avoir honte de lui, que sa mère n'avait jamais été qu'aimante et d'un grand soutien, que nous lui brisions le cœur. Son oncle a envoyé un long SMS sur la loyauté familiale et les responsabilités, sur le fait qu'on n'abandonne pas sa mère pour des désaccords mineurs. Ses cousins m'ont retiré de leurs amis sur les réseaux, m'ont bloqué, ont commencé à aimer et partager les publications de ma belle-mère avec des commentaires sur la tristesse de voir des familles se déchirer. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, voir la famille se fracturer et se diviser à cause du récit soigneusement construit de ma belle-mère. Elle était douée pour ça. Elle faisait probablement ce genre de manipulation depuis des décennies. Seule une poignée de proches nous a contactés pour avoir notre version de l'histoire. L'oncle de mon mari, du côté de l'autre branche de la famille, a appelé et a dit que quelque chose ne collait pas, qu'il avait remarqué la dynamique étrange avec l'ex lors des réunions de famille et qu'il avait toujours trouvé ça louche. La cousine de mon mari, qui était plus comme une sœur pour lui, a appelé en pleurant et a dit qu'elle nous croyait, qu'elle avait vu de ses propres yeux comment leur mère me traitait. Mais les autres, ils ont juste supposé que nous étions le problème. Ils ont supposé que nous étions cruels de couper les ponts avec cette pauvre mère aimante qui voulait juste faire partie de la vie de son petit enfant. Ils ne savaient pas pour les 3 années de comparaison. Ne savaient pas pour l'humiliation du repas de famille. Ne savaient pas pour le scandale du plan de table du mariage ou la présence constante de l'ex à chaque réunion. Ils savaient juste ce que ma belle-mère leur avait dit. Et elle leur avait dit que nous étions les méchants de cette histoire. Mon beau-père a appelé 4 jours plus tard. Sa voix était différente cette fois. Plate, épuisée, vaincue. Il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en une semaine. Il faut que je vienne vous parler en personne. Ça ne peut pas se faire par téléphone. Je peux passer maintenant? Nous avons dit oui, et il est arrivé 30 minutes plus tard. Quand il est arrivé, il avait une mine affreuse. Des cernes sous les yeux, mal rasées, ses vêtements froissés comme s'il avait dormi dedans. Il avait l'air d'avoir traversé l'enfer. Il s'est assis à la table de notre cuisine et a demandé un verre d'eau. Ses mains tremblaient pendant qu'il buvait. Puis il nous a dit qu'il avait mené sa propre petite enquête. Il a dit que quelque chose lui avait semblé faux dès le début, dès ce tout premier coup de téléphone annonçant que l'ex était enceinte. Sa femme avait été trop nerveuse, trop insistante, trop pressée de croire au pire concernant leur fils. Ça ne passait pas pour lui. Il savait que sa femme pouvait être difficile et autoritaire, mais cela semblait extrême, même pour elle. Il avait commencé à éplucher leurs finances, les relevés bancaires de comptes auxquels sa femme ignorait qu'il avait accès. Des comptes joints qui lui envoyaient des relevés mensuels par email, des relevés qu'elle pensait qu'il ne regardait jamais. Et il avait trouvé des retraits. Des centaines, sur les 3 dernières années. Des petits montants la plupart du temps, 20 ou 30 euros par-ci par-là, jamais assez pour être immédiatement remarquable, mais parfois des montants plus importants, 100 ou 200 euros. Mis bout à bout, cela représentait des milliers et des milliers d'euros, tous retirés en espèces au cours des 3 années, tous impossibles à tracer jusqu'à des achats spécifiques. Quand il a confronté sa femme au sujet de cet argent, lui montrant les relevés imprimés avec les retraits surlignés, elle a d'abord essayé de mentir,
a dit que c'était pour les courses et des dépenses personnelles. Mais il avait fait le calcul. Le montant dépassait largement ce dont quiconque aurait besoin pour des dépenses personnelles raisonnables, surtout quand leurs factures habituelles et leurs courses étaient payées depuis le même compte par carte bancaire. Il a insisté, lui a dit qu'il n'était pas stupide, lui a dit qu'il savait qu'il se passait quelque chose et qu'elle devait cracher le morceau. Elle s'était complètement effondrée. Pas les faux pleurs qu'elle utilisait pour manipuler, mais de vrais pleurs. Le genre où vous n'arrivez plus à respirer correctement et où tout votre corps tremble. Elle a tout avoué. Elle a avoué entre deux sanglots que oui, les retraits allaient à l'ex. Des paiements mensuels, parfois hebdomadaires, finançant son loyer, les mensualités de sa voiture, ses factures, sa vie. Ma belle-mère la soutenait financièrement en secret depuis des années, payant ses factures, lui achetant ses courses, la gardant dépendante financièrement et proche émotionnellement. La gardant disponible. Quand elle a découvert que j'étais enceinte, annonce faite lors de ce dîner désastreux où on lui avait posé un ultimatum, elle avait paniqué. Cela signifiait que le mariage de son fils était réel, permanent, produisant une descendance. L'ex était évincé de l'équation, et son fantasme de les remettre ensemble était en train de mourir. Alors, elle avait appelé l'ex le soir même et avait suggéré quelque chose de radical. La voix de mon beau-père tremblait alors qu'il expliquait ce qu'il avait découvert. Après avoir confronté sa femme sur les retraits, elle s'était effondrée et avait tout avoué. Les paiements à l'ex, les mises à jour constantes sur nos vies, et pire que tout, la supercherie de la fausse grossesse. Il avait exigé de voir des preuves, et dans son état de panique, elle avait déverrouillé son téléphone pour lui montrer un message, pensant que cela plaiderait en sa faveur. Au lieu de cela, il avait pris le téléphone et en avait trouvé des centaines d'autres. Mon beau-père a sorti son téléphone et nous a montré des captures d'écran de SMS entre sa femme et l'ex. Des messages remontant à des mois, discutant du plan en détail, discutant du timing, discutant de la façon de le rendre crédible, discutant de ce qu'il fallait dire et quand le dire. Ma belle-mère avait même proposé de payer pour de fausses images d'échographie si nécessaire. Elle avait dit à l'ex qu'une fois que mon mari m'aurait quitté, ils pourraient tous redevenir une famille, comme cela aurait toujours dû être le cas. Je me suis senti malade, physiquement malade. Mon mari s'est levé et est sorti de la pièce. Je l'ai entendu dans la salle de bain, et je suis presque sûr qu'il a vomi. Mon beau-père est resté assis là, les larmes aux yeux, s'excusant encore et encore. Il a dit qu'il n'aurait jamais imaginé que sa femme soit capable d'une chose pareille. Qu'il pensait qu'elle était juste excessivement attachée, peut-être un peu délirante, mais pas malveillante, pas cruelle. Ça, c'était cruel. C'était calculé et délibéré, et conçu pour détruire notre mariage et blesser leur propre petit enfant dans le processus. L'ex a envoyé un email le lendemain matin. Des aveux longs et décousus expliquant qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle n'avait jamais été enceinte, qu'elle avait accepté le plan parce qu'elle était désespérée de récupérer mon mari, et que ma belle-mère l'avait convaincue que ça marcherait. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle savait que c'était mal, mais qu'elle s'était sentie si seule et que ma belle-mère avait été si persuasive. Elle essayait de se faire passer pour une victime, comme si elle avait été manipulée elle aussi. Peut-être l'avait-elle été, mais elle avait aussi été une participante consentante à un complot visant à détruire ma famille. Mon mari a transféré l'email à chaque membre de la famille. Chaque tante, oncle, cousin, grand-parent. Il a ajouté un message expliquant la situation dans son intégralité, la chronologie que nous avions établie, les relevés bancaires que son père avait trouvés, les SMS entre sa mère et l'ex. Il a tout étalé avec des détails minutieux. Ensuite, il a bloqué tous ceux qui essayaient de défendre sa mère ou de minimiser ce qu'elle avait fait. Sa tante, qu'il avait traitée de honte de la famille. Bloqué. Son oncle qui lui avait fait la leçon sur la loyauté familiale. Bloqué. Ses cousins qui m'avaient supprimé de leurs amis. Bloqué. Dans les heures qui ont suivi, les gens ont commencé à appeler. Certains pour s'excuser, d'autres pour exprimer leur choc et leur incrédulité. Certains pour dire qu'ils avaient toujours pensé que sa mère était un peu bizarre, mais qu'ils n'avaient jamais imaginé un tel niveau de dysfonctionnement. Quelques membres de la famille ont persisté, insistant sur le fait que nous devions avoir fait quelque chose pour pousser sa mère à de telles extrémités, et que, la famille doit pardonner à la famille. Ces gens-là ont été bloqués aussi. Mon mari en avait fini. Complètement fini. Et honnêtement, moi aussi. Mon beau-père nous a annoncé qu'il quittait sa femme.
Il a dit qu'il ne pouvait pas rester marié à quelqu'un qui ferait ça à son propre enfant, qui essaierait de détruire le mariage de son fils et de mentir au sujet de son futur petit-enfant. Il a dit qu'il avait trouvé des excuses à son comportement pendant des décennies. Mais que ça dépassait toutes les excuses. C'était au-delà de tout pardon. Il a fait ses valises et a emménagé dans un hôtel la même semaine, et dans le mois qui a suivi, il a demandé le divorce. Ma belle-mère a engagé un avocat et a menacé de nous poursuivre pour diffamation. Elle prétendait que nous avions ruiné sa réputation en partageant des informations privées sans son consentement. Notre avocat lui a envoyé une lettre expliquant que la vérité est une défense absolue contre la diffamation. Et que si elle voulait engager des poursuites judiciaires, nous avions des centaines de pages de preuves que nous serions ravis de présenter au tribunal. Nous avions également des motifs pour une contre-poursuite pour préjudice moral, harcèlement et tentative de fraude. Elle a immédiatement retiré sa menace. L'ex a quitté la région en moins de 2 semaines. Elle a fait ses valises et est partie. Elle n'a pas pu supporter les retombées et la honte publique. Apparemment, plusieurs personnes l'avaient contactée directement après que mon mari a transféré 7 emails de confession. Certains pour exprimer leur déception, d'autres leur colère, d'autres voulant juste savoir pourquoi elle avait fait ça. Elle a changé de numéro de téléphone, supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, et a disparu. J'ai entendu dire qu'elle était partie s'installer en Bretagne, recommençant à zéro avec un nouveau travail et de nouveaux amis qui ne savaient rien de ce désastre. Bon débarras pour elle et sa tentative désespérée de reconquérir une relation qui s'était terminée il y a plus de 5 ans. À ma visite de contrôle du 4e mois, 16 semaines, mon médecin a remarqué que ma tension artérielle était dangereusement élevée, 16/9 de tension, ce qui est largement dans la fourchette de l'hypertension, particulièrement dangereux pour une grossesse. Elle m'a interrogé sur mon niveau de stress, et j'ai ri. J'ai littéralement éclaté de rire dans la salle de consultation. Un son légèrement hystérique qui a donné l'air inquiet à l'infirmière. Mon niveau de stress? Par où commencer? Dois-je commencer par la belle-mère qui a choisi l'ex de mon mari plutôt que son propre petit-enfant? Ou passer directement au complot pour simuler une grossesse et détruire mon mariage? Ou peut-être discuter des membres de la famille qui pensaient que j'étais une sorte de méchante manipulatrice qui avait empoisonné mon mari contre sa pauvre mère innocente? Mon médecin a regardé mon dossier, m'a regardé avec une véritable inquiétude dans les yeux, et m'a dit sans détour que je devais être mise en alitement strict immédiatement. Repos complet, pas de travail, pas de stress, rien qui puisse faire grimper ma tension artérielle davantage. Elle a dit que si ma tension restait aussi élevée, je courais un risque sérieux de prééclampsie, ce qui pouvait mettre ma vie et celle du bébé en danger. Elle voulait que je sois à l'horizontale le plus possible, ne me levant que pour aller aux toilettes et faire de douces promenades dans la maison une fois par jour. Pas de cuisine, pas de ménage, pas d'appels téléphoniques stressants. Mon seul travail était de rester calme et de laisser ce bébé grandir. Mon mari a pris une semaine entière de congé pour s'occuper de moi. Il a utilisé tous ses jours de vacances sans hésiter. Il a cuisiné chaque repas, s'est occupé de tout le ménage, a fait la lessive, a géré les drames familiaux en cours, a filtré les appels téléphoniques, a répondu aux emails. Il a aménagé la chambre comme une suite de convalescence, a apporté un mini-réfrigérateur pour que j'aie des collations et de l'eau à portée de main, a installé mon ordinateur portable sur le lit pour que je puisse regarder des séries. M'a apporté des livres de la bibliothèque sur la grossesse et la parentalité. Il m'apportait 3 repas par jour sur un plateau, m'aidait à aller aux toilettes quand j'en avais besoin, me faisait la lecture quand j'en avais marre de la télévision. C'était le moment où il a été le plus présent de tout notre mariage, et il n'aura fallu qu'une apocalypse émotionnelle totale et une urgence médicale pour en arriver là. Je ne savais pas si je devais être reconnaissante qu'il prenne enfin ses responsabilités, ou furieuse qu'il ait fallu autant de temps, qu'il ait fallu que ma santé soit en danger. J'ai opté pour les deux. Je pouvais éprouver 2 émotions à la fois. Je pouvais apprécier ce qu'il faisait maintenant tout en me souvenant des 3 années où il était resté les bras croisés à regarder sa mère me rabaisser. Les 2 choses pouvaient être vraies simultanément. Nous avons commencé une thérapie pendant mon alitement, des séances individuelles et des séances de couple, toutes faites par appel vidéo depuis la chambre puisque je ne pouvais pas quitter la maison. Ma thérapeute était spécialisée dans les traumatismes familiaux et les troubles de la personnalité narcissique, et elle a écouté mon histoire avec des yeux de plus en plus écarquillés. Elle a pris des notes, beaucoup de notes, et à un moment donné, elle a même dit « c'est l'un des cas les plus extrêmes d'emprise maternelle que j'ai rencontré ». Elle m'a dit ce que je savais déjà au fond de moi,
que le comportement de ma belle-mère était de la maltraitance psychologique, que c'était abusif depuis des années, et que mon mari avait été conditionné depuis l'enfance à l'accepter et à l'encourager. Elle m'a expliqué des concepts comme l'inceste émotionnel, où un parent traite un enfant comme un conjoint émotionnel, rendant l'enfant responsable du bonheur et de la régulation émotionnelle du parent. Elle m'a expliqué la triangulation, où ma belle-mère avait inséré l'ex dans notre relation pour créer des conflits et maintenir le contrôle. Elle m'a expliqué le love bombing et le renforcement intermittent, des schémas que ma belle-mère avait utilisés pour garder mon mari et l'ex dépendants de son approbation. Elle a dit que le fait que mon mari lui ait enfin tenu tête était une étape énorme, possiblement la plus grande étape qu'il ait jamais franchie dans sa vie, mais que nous avions des années de schémas à désapprendre et à réparer. Le thérapeute de mon mari, un homme spécialisé dans l'aide aux victimes de systèmes familiaux manipulateurs, lui a dit des choses similaires. Il a parlé de fusion toxique, de dynamique familiale malsaine, d'impuissance apprise, et du brouillard de peur, d'obligation et de culpabilité qui maintient les gens prisonniers de relations malsaines. Il a aidé mon mari à comprendre que l'amour de sa mère avait toujours été conditionnel. Qu'elle l'avait élevé pour donner la priorité à ses sentiments à elle plutôt qu'aux siens, plutôt qu'à ceux de n'importe qui. Que sa notion de « normalité » avait été faussée dès l'enfance, que ce qu'on lui avait enseigné comme étant de l'amour était en fait du contrôle déguisé en instinct maternel. Il a commencé à voir à quel point les dégâts étaient profonds, à quel point bon nombre de ses comportements et de ses réactions étaient enracinés dans une enfance passée à gérer les émotions de sa mère au lieu de développer les siennes. Il avait été entraîné à lire ses humeurs, à anticiper ses besoins, à prévenir sa détresse à tout prix. Il avait appris que ses propres sentiments ne comptaient pas, que poser des limites était égoïste, que dire non était une trahison. Son thérapeute a dit, ce conditionnement est si profond qu'il ressemble à la vérité, qu'il ressemble à de l'amour, qu'il ressemble à ce que la famille est censée être. S'en libérer nécessite essentiellement de recabler toute votre compréhension des relations. En thérapie de couple, nous avons parlé de confiance. Du fait que je lui demandais depuis 3 ans de poser des limites, et qu'il ne l'avait fait que lorsque j'avais menacé de partir. De la façon dont cela avait endommagé ma foi en lui, en nous, en notre avenir ensemble. Du fait que j'avais mené cette bataille seul pendant qu'il restait sur la touche à trouver des excuses. Il a pleuré, de vraies larmes, ce que j'avais rarement vu chez lui. Il s'est excusé, a dit qu'il comprenait pourquoi je m'étais senti abandonné, pourquoi je m'étais senti trahi par son inaction. Son thérapeute lui a fait écrire une lettre à sa mère. Pas pour l'envoyer, juste pour exprimer ses sentiments. Il a écrit 23 pages. 23 pages de colère, de blessure, de confusion et de chagrin. Il m'en a lu des extraits et j'ai pleuré en l'écoutant enfin formuler ce qu'il ressentait depuis toutes ces années. La culpabilité, l'obligation, la peur de la décevoir, le besoin désespéré de son approbation. C'était déchirant. Ensuite, il a écrit une deuxième lettre. Celle-là était destinée à être envoyée. Elle faisait 2 pages et fixait des limites claires. Aucun contact pendant au moins 6 mois. Thérapie obligatoire pour elle pendant cette période avec preuve de présence. Des excuses sincères, pas à lui, mais à moi, reconnaissant ce qu'elle avait fait et le mal qu'elle avait causé. Et même alors, il disait qu'il ne promettait ni pardon ni réconciliation. Il promettait seulement d'envisager la possibilité. Sa réponse est arrivée 3 jours plus tard. 7 pages de justification et d'accusation. Elle n'admettait rien. Elle disait qu'elle avait seulement essayé de protéger son fils de faire une erreur, qu'elle avait toujours su que je n'étais pas faite pour lui, que l'ex était le meilleur choix. Elle a dit que je l'avais manipulé, que je l'avais retourné contre elle, que je l'avais empoisonné avec mon amertume. Elle a dit qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle n'allait certainement pas s'excuser d'aimer son fils, trop fort. Nous avons mis à jour tous nos documents légaux, procuration médicale, contact d'urgence, bénéficiaire d'assurance vie, testament. Nous avons retiré ma belle-mère de tout et l'avons remplacée par mon beau-père et ma sœur. Nous avons consulté un avocat au sujet des droits des grands-parents en France et avons tout documenté. Chaque SMS, chaque message vocal, chaque preuve dont nous pourrions avoir besoin si elle essayait de nous poursuivre pour obtenir un droit de visite plus tard. Elle s'est présentée chez nous 2 fois. La première fois, mon mari a ouvert la porte et lui a dit de partir. Elle a refusé, affirmant qu'elle avait le droit de voir son fils, de lui parler. Il lui a dit que si elle ne partait pas immédiatement, il appellerait la police. Elle a commencé à pleurer, faisant une scène sur le pas de notre porte. Les voisins sont sortis pour regarder. Mon mari a quand même appelé la police.
Ils lui ont demandé de partir et elle l'a fait, mais non sans lui crier qu'il allait le regretter. Que la famille c'était pour toujours, que j'avais tout détruit. La deuxième fois, nous n'étions pas à la maison. Elle a essayé d'entrer par la porte de derrière. Elle a carrément essayé de forcer la serrure. Notre caméra de sécurité a tout enregistré. Nous avons apporté les images à la police et avons déposé une demande d'ordonnance d'éloignement. Le juge l'a accordé immédiatement après avoir vu les images et lu notre documentation sur le harcèlement. Ma belle-mère a reçu l'ordre de rester à au moins 150 mètres de notre propriété et de n'avoir aucun contact avec aucun de nous deux. Ma tension artérielle est lentement revenue à la normale. L'alitement a aidé, tout comme la thérapie, tout comme le fait d'avoir enfin un peu de paix et de distance par rapport au chaos. À ma 20e semaine, mon médecin m'a autorisé à reprendre des activités normales, bien qu'elle m'ait averti d'éviter le stress autant que possible. J'ai presque ri. Éviter le stress ? Bien sûr, je vais juste éviter ma vie entière pour les 20 prochaines semaines. Nous avons décidé de faire une petite fête pour révéler le sexe du bébé. Juste les personnes qui nous avaient soutenus à travers tout ça. Mon beau-père, ma sœur, ma meilleure amie de la fac, le meilleur ami de mon mari qui avait été horrifié par toute la situation. 11 personnes au total. Nous avons commandé un gâteau, le genre où l'intérieur révèle le sexe quand on le coupe. Mon mari et moi l'avons coupé ensemble, et l'intérieur était rose. Une fille. Nous allions avoir une fille. Tout le monde a applaudi et nous a félicités. Mais j'ai ressenti un étrange mélange de joie et de terreur. De la joie parce que je voulais une fille. De la terreur parce que maintenant je devais trouver comment l'élever au lendemain de tout ça. Comment la protéger du genre d'amour toxique qui avait détruit son père. Mon mari m'a serré la main et m'a chuchoté que nous trouverions la solution ensemble. Que nous ferions mieux que ses parents. J'espérais qu'il avait raison. Mon beau-père a commencé à passer plus souvent, non pas pour faire le médiateur ou forcer la réconciliation, juste pour être là, pour être un grand-père. Il a apporté des cadeaux pour le bébé, a aidé à installer la chambre de la petite, a posé des questions sur notre projet de naissance. Il essayait sincèrement de construire une relation avec nous séparés de sa femme. C'était étrange au début de le voir sans elle, mais c'était aussi agréable. Il était différent quand elle n'était pas là. Plus calme, plus drôle, plus présent. La procédure de divorce a apparemment été brutale. Ma belle-mère s'est battue pour tout. Elle a essayé de prétendre qu'elle méritait la moitié des biens auxquels elle n'avait pas contribué. Elle a engagé un avocat très cher pour faire traîner les choses. L'avocat de mon beau-père a présenté les relevés bancaires montrant les retraits secrets destinés à l'ex comme preuve d'inconduite financière. Le juge n'a pas été impressionné par les explications de ma belle-mère. Elle a fini avec bien moins que ce qu'elle espérait dans l'accord de divorce. Nous avons appris par des membres de la famille qu'elle avait reçu l'ordre du tribunal de suivre une thérapie dans le cadre de la procédure de divorce. Apparemment, mon beau-père avait documenté des années de manipulation émotionnelle et de contrôle, et le juge avait des inquiétudes concernant sa santé mentale. Elle y va, soi-disant, mais selon les rumeurs familiales, elle passe la plupart des séances à raconter comment tout le monde l'a trahi. Son thérapeute mérite apparemment chaque centime qu'il gagne. J'ai commencé le travail à 38 semaines, exactement comme prévu. Il était 2 heures du matin, et les contractions m'ont frappé comme un train de marchandises. Mon mari a paniqué, n'arrivait pas à trouver la valise de maternité que nous avions préparée des semaines auparavant, a couru dans la maison en attrapant des objets au hasard. J'ai dû lui dire 3 fois que oui, la valise était dans le placard, là où je lui avais dit qu'elle était. Les hommes, même en temps de crise, ils ne trouvent pas ce qui est juste devant eux. Le travail a duré 14 heures. 14 longues et douloureuses heures de contraction et d'exercice de respiration, avec mon mari essayant d'être d'un grand soutien tout en ayant l'air d'être sur le point de s'évanouir. Les infirmières n'arrêtaient pas de lui offrir une chaise, lui demandant s'il avait besoin d'eau. Je leur ai dit de se concentrer sur moi. C'est moi qui expulsais réellement un humain de mon corps. Il m'a tenu la main pendant tout ce temps, cependant. Il n'a jamais quitté mon côté. Il me murmurait des encouragements même quand je lui disais de se taire. Notre fille est née à 16h17, pesant 3,2 kg. Elle avait le nez de son père et mes yeux, une quantité choquante de cheveux bruns, et le cri le plus fort que j'ai jamais entendu. Les sages-femmes l'ont nettoyé et l'ont posé sur ma poitrine.
Et j'ai regardé cette toute petite personne et je me suis senti submergé par la responsabilité de la garder en sécurité, de la garder en bonne santé, de la tenir éloignée du genre de toxicité qui avait défini notre famille pendant trop longtemps. Mon mari a pleuré quand il l'a tenue. De vraies larmes, pas la vague humidité polie qu'il avait montrée en thérapie. Il n'arrêtait pas de dire « Elle est parfaite. Elle est si parfaite. » Il n'arrivait pas à croire qu'elle était à nous. Je l'ai regardée avec notre fille et j'ai vu quelque chose changer sur son visage. C'était réel maintenant. Nous ne nous battions plus seulement pour notre mariage. Nous nous battions pour elle. Pour son enfance. Pour son droit de grandir sans manipulation et sans amour conditionnel. Les premiers mois ont été un tourbillon de nuits sans sommeil, de changements de couches et d'apprentissage pour comprendre comment être parent. Mon beau-père venait souvent nous rendre visite, appelant toujours avant, respectant toujours notre espace et nos limites. C'était un grand-père étonnamment bon, patient et doux avec notre fille. Il nous a dit une fois qu'il aurait aimé être plus présent quand mon mari était jeune, que les choses auraient peut-être été différentes s'il avait tenu tête à sa femme plus tôt. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Nous avons appris par les bruits de couloir que ma belle-mère était toujours en thérapie, affirmant toujours qu'elle n'avait rien fait de mal. Quelques membres de la famille qui l'avaient initialement soutenue ont fini par se raviser après avoir vu les preuves que nous avions partagées, après avoir entendu les multiples versions de l'histoire. Certains ont envoyé des messages d'excuses. Nous en avons accepté quelques-uns, principalement de la part de personnes qui avaient été sincèrement induites en erreur plutôt qu'activement malveillantes. Les autres sont restés bloqués. Le pardon a ses limites. Ma belle-sœur, Émilie, qui avait toujours été de notre côté, nous a raconté que leur mère avait essayé de se pointer chez elle une fois, exigeant des informations sur le bébé. Ma belle-sœur avait menacé d'appeler la police et lui avait rappelé l'existence de l'ordonnance d'éloignement qui, bien que spécifique à notre maison, démontrait un schéma de harcèlement. Ma belle-mère est partie, mais a apparemment envoyé une série de SMS qualifiant sa propre fille de traître. Ma belle-sœur l'a bloquée après ça. Notre fille a 6 mois maintenant. Elle est en bonne santé, heureuse, et franchit toutes ses étapes de développement. Elle sourit quand elle voit son grand-père, tend les bras vers son père quand il rentre du travail, s'endort sur ma poitrine lors des tétées nocturnes. Notre mariage est plus fort qu'il ne l'était avant, bien que ce ne soit pas difficile à battre, considérant à quel point nous avons frôlé le divorce. Nous allons toujours en thérapie, nous travaillons toujours sur la communication, nous naviguons toujours dans les séquelles de ces 3 années de toxicité. Ma belle-mère est toujours contrainte par la justice à suivre sa thérapie, bien que les échos suggèrent qu'elle n'a fait que des progrès minimes. Elle n'a pas le droit de nous contacter, et nous n'avons aucune intention de lever cette restriction de sitôt. Certains proches ont discrètement repris contact avec elle, et nous avons accepté le fait que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres. Nous ne pouvons contrôler que nos propres limites et notre propre famille. Plusieurs membres de la famille restent bloqués de façon permanente. Leur choix de défendre sa manipulation était plus important pour eux que d'avoir une relation avec nous. Mon mari est différent maintenant. Plus assertif, plus présent, plus enclin à donner la priorité à notre petite famille plutôt qu'à sa famille élargie. Il en est à sa 2e année de thérapie et commence enfin à déconstruire des décennies de conditionnement et de culpabilité. Il apprend que fixer des limites ne fait pas de lui un mauvais fils, que protéger sa femme et sa fille ne fait pas de lui un déloyal. C'est un travail difficile et certains jours sont meilleurs que d'autres, mais il essaie. C'est plus que ce qu'il a fait pendant les 3 premières années de notre mariage. Je regarde notre fille parfois et je pense à la grand-mère qu'elle ne connaîtra jamais. Une partie de moi se sent triste à ce sujet. Triste pour la relation qui aurait pu exister si ma belle-mère avait été capable d'un amour sain. Mais surtout, je suis soulagé. Soulagé que notre fille ne grandisse pas en étant comparée à une version idéalisée de quelqu'un d'autre. Soulagé qu'elle n'apprenne pas à accepter la manipulation comme de l'amour. Soulagé que nous ayons brisé le cycle avant qu'il ne puisse l'atteindre. La paix que nous avons maintenant vaut tout ce que nous avons perdu. Les membres de la famille qui ont pris parti contre nous, les fêtes passées à 2, les explications compliquées que nous devrons finalement donner à notre fille sur la raison pour laquelle elle n'a pas de grand-mère du côté paternel. Tout cela vaut cette paix, vaut de savoir que nous construisons quelque chose de plus sain, de meilleur, quelque chose qui ne nécessite pas que nous nous immolions par le feu pour garder les autres au chaud. Certaines familles valent la peine qu'on se batte pour elles. D'autres familles valent la peine qu'on se batte contre elles. Et parfois,
La chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de reconnaître la différence et d'agir en conséquence. Nous avons choisi notre fille. Nous nous sommes choisis l'un l'autre. Nous avons choisi la paix plutôt que l'approbation. Et je ne le regrette pas une seule seconde. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Une petite famille de 3, plus un grand-père qui essaie de faire amende honorable. Vivant tranquillement dans une maison avec une ordonnance d'éloignement déposée contre quelqu'un qui aurait dû nous aimer inconditionnellement mais qui aimait davantage le contrôle. Ce n'est pas la fin de conte de fait que tout le monde espère, mais c'est réel et c'est la nôtre. Et nous construisons quelque chose d'authentique sur les cendres de quelque chose de toxique. Certains jours, je suis en colère à propos des 3 années que nous avons gaspillées à essayer de faire en sorte que ça marche. D'autres jours, je suis reconnaissante que nous ayons trouvé la solution avant que notre fille ne soit assez grande pour se souvenir du chaos. Mon mari dit qu'il ne peut pas imaginer redevenir celui qu'il était avant. Il ne peut pas imaginer permettre à la manipulation de sa mère de continuer. Il ne peut pas imaginer choisir les sentiments de sa mère plutôt que le bien-être de notre famille. C'est ça l'évolution. C'est ça la thérapie qui fonctionne. C'est ce qui arrive quand quelqu'un décide enfin de se libérer de toute une vie de conditionnement. C'est désordonné, douloureux et cela nécessite une vigilance constante. Mais ça en vaut la peine. Nous en valons la peine. Notre fille en vaut la peine. Et voilà mon histoire. Une belle-mère qui aimait une ex-petite amie plus que son propre futur petit-enfant. Un complot pour simuler une grossesse et détruire un mariage. Une famille fracturée par les mensonges et la manipulation. Et à travers tout ça, 2 personnes qui ont décidé de se choisir l'un l'autre et de choisir leur enfant plutôt que le dysfonctionnement qui a essayé de les consumer. Ce n'est pas joli et ce n'est pas terminé, mais nous sommes toujours là, toujours debout, et nous continuons à construire quelque chose de meilleur.